Madame, monsieur, il est temps de se mettre en mode avion. Et oui, décollage immédiat pour un voyage hyper connecté. Cette semaine, les téléphones portables sont à l'honneur, figurez-vous. Alors, quelle place occupent-ils dans la vie de nos voisins qui sont les plus accros au smartphone? Quelles sont les mesures mises en place en cas de dérive? C'est ce que nous verrons avec nos reporters du jour. Et vous le savez, en raison du décalage horaire avec certains d'entre eux, bien évidemment, toute la séquence qui suit a été enregistrée. Ils ont répondu à l'appel. Voici 4 correspondants très mobiles. Nicolas Bertrand, pour commencer, qui nous donne rendez-vous en Inde. Laurent Desbonnets également, qui lui nous attend en Allemagne. Marc de Chalvron, notre correspondant au Sénégal. Et enfin, Franck Genozo, que l'on rejoindra en Israël. Pour la toute première escale, direction l'Inde, où la selfie mania a envahi le pays, il faut le reconnaître. Bonjour Nicolas. La nouvelle génération est obnubilée par les photos, mais cette tendance peut s'avérer très dangereuse. L'Inde en sait quelque chose avec un triste record à son actif. Oui, bonjour Laurent. Effectivement, beaucoup de gens ne le savent pas, mais se prendre en selfie peut s'avérer extrêmement dangereux. Et en Inde, c'est encore plus vrai qu'ailleurs. Ici, ces 6 dernières années, il y a eu plus de 160 décès liés directement à la prise d'un selfie. Je dis bien 160 décès, alors qu'on peut penser que se prendre en photo est tout à fait inoffensif. Oui, mais non, car ce sont les réseaux sociaux qui vous poussent à vous prendre en photo dans les situations toujours plus dangereuses, au volant de votre voiture, au devant d'un précipice ou encore devant des récifs dangereux. Ici en Inde, la selfie mania s'est littéralement imposée dans la population. Toutes les personnes qui ont visité le sous-continent pourront vous le dire. Tout le monde se prend en selfie pour le meilleur, mais donc aussi pour le pire. Comme vous allez le voir dans ce reportage, il est signé Lucy Young, Victor Bachtik et Ram Bhattaria. Voici le pont le plus haut de New Delhi. Avec son architecture unique, c'est la nouvelle destination prisée des amateurs de selfies. Chaque jour, ils sont des dizaines à venir se prendre en photo à quelques mètres des voitures. Et ici, le danger ne décourage personne. Oui, c'est un peu dangereux. Parfois, on ne remarque pas les voitures et on se met en danger. On est prêt à prendre tous les risques pour faire un bon selfie. Je serais même prêt à sauter sur la route s'il le fallait. En Inde, se prendre en selfie est une véritable tendance. Avec près de 500 millions d'utilisateurs de smartphones, les Indiens raffolent des autoportraits. Mais cet engouement peut être fatal. Le sous-continent possède un triste record, celui du plus grand nombre de morts liés aux selfies. 159 victimes entre 2011 et 2017. Raman Teja peut en témoigner. En 2014, cet étudiant indien a perdu 24 de ses camarades. Le groupe d'amis était descendu dans une vallée pour se prendre en selfie quand ils se sont fait surprendre par la montée brutale de l'eau. Ça, c'est moi. Et l'eau est arrivée dans cette direction. On ne savait pas qu'un barrage allait s'ouvrir. On n'a vraiment rien pu faire. Ceux qui pouvaient sortir ont fait de leur mieux. Mais ceux qui étaient bloqués se sont fait emporter par la force du courant. 5 ans plus tard, Raman garde un souvenir douloureux de l'accident. Mais pour lui, tout cela aurait pu être évité. Personnellement, je pense que c'est le manque d'information qui est responsable de cet accident. Prendre des selfies n'est pas un problème, mais si on ne sait pas si l'endroit est sécurisé, c'est là que ça devient dangereux. Alors pour limiter les victimes de selfies, ces ingénieurs de New Delhi ont trouvé une solution. Un logiciel qui recense les endroits dangereux pour se prendre en photo. Regardons où ont eu lieu les derniers accidents mortels de selfie. Sur cette carte interactive sont indiqués les lieux des derniers accidents liés aux selfies, mais aussi des positions signalées par les utilisateurs. Par exemple, je signale une localisation dangereuse. Si quelqu'un d'autre y va dans quelques jours, il aura l'information que 2 personnes sont mortes au cours des 2 dernières années à cause d'un selfie. Et voilà les détails de l'accident. Et pour trouver une zone périlleuse, pas besoin d'aller loin. Il suffit de monter sur le toit de l'immeuble. Grâce à l'application, les utilisateurs sont avertis en temps réel s'ils se mettent en danger.
Voilà, quand j'essaye de prendre une photo, l'application m'indique si c'est sécurisé ou non. Si je vais plus haut comme ça, je vois que c'est dangereux. Et cela me donne un avertissement. L'application ne recense pour le moment que 450 localisations dangereuses en Inde et dans le monde. En attendant, pour limiter les accidents, les autorités indiennes ont décidé d'agir et imposent désormais dans certaines villes du pays des zones interdites aux selfies. Ben justement, Nicolas, dites-nous quelles sont ces fameuses zones interdites aux selfies? Eh bien, ce sont des zones qui se situent par exemple au bord d'une falaise ou devant des récifs dangereux et qui sont tout simplement signalées, banalisées par des panneaux qui interdisent à quiconque de se prendre en photo à cet endroit précisément. Et si vous tenez tout de même à cliquer un selfie, eh bien la police pourra vous verbaliser d'un montant de 1200 roupies, c'est-à-dire environ 15 €. Pour le moment, il n'y a que 2 endroits en Inde où les selfies sont interdits. C'est à Bombay et à Goa, enfin dans certaines zones du moins. Mais le Parlement indien est en train de réfléchir afin d'étendre la loi à tous les États indiens, afin qu'ils puissent eux aussi décider d'interdire certains endroits aux selfies, et cela bien sûr afin d'éviter de nouveaux décès. Mais pourquoi en fait y a-t-il plus d'accidents en Inde que dans les autres pays? Eh bien, il n'y a pas de raison vraiment claire pourquoi cette selfie mania s'est abattue comme ça sur l'Inde. C'est peut-être le nombre de jeunes dans le pays, car on sait que les adeptes du selfie ont en général moins de 25 ans, et avec ces 1,3 milliard d'habitants, bien sûr, il y a beaucoup de jeunes en Inde. L'Inde qui est aussi le plus gros marché au monde pour les smartphones, qui sont bien sûr omniprésents dans le pays. Et avec les smartphones est venue cette mode du selfie. Et les utilisateurs sont souvent inspirés par leurs idoles, les fameux acteurs du cinéma indien, Bollywood, qui se prennent en selfie à longueur de film, sans se douter que le simple fait de se prendre en photo comme ceci peut parfois s'avérer extrêmement dangereux. Merci beaucoup Nicolas et à très bientôt évidemment. Alors, changement de réseau. Nous partons maintenant en Allemagne où une campagne inédite a été mise en place. Son objectif, eh bien, lutter contre l'addiction des parents au smartphone. Bonjour Laurent, pourquoi les petits Allemands veulent-ils nous faire décrocher du portable ? Bonjour, eh bien leur slogan c'est « Avez-vous déjà parlé à votre enfant aujourd'hui ?» Selon eux, beaucoup trop de parents sont accros à leur smartphone et cela aurait des conséquences très négatives. Alors je vous préviens tout de suite, si vous êtes comme moi jeune parent, vous risquez de culpabiliser un petit peu en voyant le reportage qui va suivre. Les éducateurs, les enseignants, les psychologues, les politiques, même tout le monde dit que c'est très mauvais pour la relation parent-enfant. On a tourné à Eutin, qui est une petite ville de 18 000 habitants au nord de Hambourg, qui justement part en guerre contre ce phénomène depuis plusieurs mois et ça a déjà des conséquences plutôt positives. C'est un reportage qui ne laisse pas indifférent, un reportage réalisé par Violette Bonba et Sébastien Millard. Un dimanche ordinaire sur une aire de jeu allemande. Les enfants jouent, mais de nombreux parents, eux, ont le regard ailleurs, concentrés sur leur téléphone portable. Ça m'arrive souvent, oui. J'avoue. J'essaie de ne pas trop consulter mon téléphone, surtout en présence de ma fille. Mais là, elle est en train de jouer. Les Allemands consultent leur smartphone plus de 200 fois par jour. Cette hyperconnexion des adultes serait pourtant nocive pour les enfants. Les autorités tirent la sonnette d'alarme, comme ici dans le Schleswig-Holstein, dans le nord du pays. Voici notre campagne. Là, c'est marqué « Avez-vous déjà parlé avec votre enfant aujourd'hui ?» On veut inciter les parents à passer plus de temps avec leur enfant qu'avec leur téléphone. Toute la région est mobilisée, avec des affiches dans les rues, les magasins, aux abords des écoles. Mais le plus efficace pour sensibiliser les parents, c'est encore de passer par leurs enfants eux-mêmes. Qu'est-ce qui se passe quand le téléphone sonne tout le temps, qu'il fait dring-dring? Est-ce qu'on peut bien dormir? Non! Ici, chacun a une histoire à raconter. Alors pourquoi ça t'énerve le téléphone? Je n'aime pas ça quand mon père téléphone. Il parle très fort. Ma chambre est juste à côté de celle de papa et maman. J'entends tout le temps leur téléphone sonner. Ça m'énerve un peu. Dans cette crèche, on apprend d'abord à verbaliser le problème, puis
on passe à la pratique. Dans cet atelier, les enfants fabriquent des petits lits pour smartphone. Comme ça, ils peuvent dire « Maman, papa, mets ton téléphone à dormir, parle plutôt avec moi, écoute-moi ». Loin d'être anodin, l'usage excessif du smartphone par les parents favoriserait les problèmes de concentration, l'hyperactivité et même l'agressivité chez leurs enfants. Chez les tout-petits, les conséquences sont particulièrement importantes parce que c'est le moment où le lien parent-enfant se crée. Or, ce lien s'établit le plus souvent par le regard. Par exemple, une mère qui est en train d'allaiter et qui joue sur son smartphone en même temps, elle ne pense pas faire quelque chose de mal. Mais le bébé sent déjà que l'attention ne se porte pas sur lui. Pour les parents présents ce jour-là, cette campagne de sensibilisation a en tout cas provoqué une prise de conscience. Je trouve ça bien, cette campagne. Il en faudrait même davantage. Aujourd'hui, c'est normal que tout le monde ait un portable, qu'on lise dessus, qu'on y passe du temps. Mais on ne se rend pas compte de la façon dont les enfants le perçoivent. D'autant que les parents jouent un rôle de modèle pour leurs enfants. Les petits Allemands en âge d'aller à la crèche passent déjà plus d'une demi-heure par jour sur le smartphone de leurs parents. Ok. Et d'où vient cette prise de conscience en Allemagne, Laurent ? Eh bien, c'est un petit garçon, Émile, 7 ans, qui a lancé la mobilisation, qui a organisé une première manifestation. C'était l'an dernier à Hambourg, soutenu par ses parents. Quelques centaines d'enfants ont défilé dans les rues. Ça a eu un énorme retentissement au plan national. D'autres régions ont donc emboîté le pas avec des campagnes de sensibilisation, avec aussi des mesures d'interdiction. Dans une ville, par exemple, interdiction totale des smartphones dans toutes les crèches. Certains réclament même aujourd'hui des mesures aussi fortes au plan national. Et entre nous, vous êtes sûr qu'on ne dramatise pas un petit peu trop, non ? C'est ce que disent certains. Après tout, le portable, ça sert à communiquer, ça sert aussi à jouer, ça peut participer à l'éveil de l'enfant. Mais quand même, il y a des chiffres très inquiétants mis en avant ici, notamment sur le nombre d'accidents. Les maîtres nageurs sauveteurs, par exemple, tirent la sonnette d'alarme. Il y a une recrudescence des noyades sur les plages ou dans les piscines. Et en cause, eh bien, ce sont des parents ou des grands-parents trop distraits par leur smartphone. Les urgentistes disent à peu près la même chose. Depuis 2008, les accidents sur les aires de jeu en Allemagne ont été multipliés par 3. Et selon les statistiques officielles, dans près de 70% des cas, le défaut de surveillance est lié précisément à l'utilisation d'un téléphone portable par les parents. Message reçu. Merci beaucoup, Laurent. Et rappelez-nous vite, évidemment. Allez, petite pause numérique avec Julia Livage, que je vais retrouver le téléphone, le contact, le constat. Oh là là, et sans appel, les Français sont addicts à leur smartphone et Internet semble en être le premier et principal responsable. Exactement. En fait, les internautes sont devenus des mobinautes en majorité. Le téléphone est aujourd'hui le premier accès à Internet. Le dernier baromètre de Médiamétrie révèle que les Français se connectent à Internet en moyenne 2 fois plus souvent via leur smartphone que via leur ordinateur. Ils sont 34 millions de Français à utiliser quotidiennement leur mobile pour surfer contre 23 millions sur ordinateur. Chaque Français va passer 1h37 quotidiennement sur Internet, dont 46 minutes sur son téléphone. Et évidemment, quand on parle des 15-24 ans, ça augmente de manière fulgurante. On parle carrément de 90 minutes pour 2 heures. Voilà en termes de consommation. Oui, parce que les Français font énormément de choses avec leur portable. Et ils font quoi ? Cet énorme succès, il est sur les téléphones portables, il est dû en fait aux applications. 87% du temps passé sur mobile est dévolu à ces fameuses applications. Encore une fois, pour les 15-24 ans, on parle de 92%. Et ces connexions sur mobile, elles vont vraiment s'orienter sur les applications de géolocalisation, les messageries instantanées comme celles que vous pouvez voir ici. On va effectivement aussi utiliser énormément de streaming musical via son téléphone portable. Et puis, évidemment, Instagram avec 800 millions d'utilisateurs sur mobile dans le monde. Il y en a beaucoup qui reconnaissent être addicts à leur téléphone portable. Oui. Oui, en moyenne, 8 personnes sur 10 avouent ne pas pouvoir se passer de leur téléphone portable. Et c'est Internet qui a favorisé, qui a augmenté ce facteur de dépendance. Si le téléphone ne servait qu'à téléphoner, cela ne serait pas un problème dans la mesure où on s'en servirait que pour ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est hyper connecté via son téléphone portable à Internet et aux réseaux sociaux. Ça va provoquer des situations d'addiction très importantes.
choquante et très handicapante. Alors, il existe un terme précis, on appelle ça la nomophobie, Laurent, c'est-à-dire la peur d'être séparé de son téléphone portable. Et encore pire, j'allais le dire, une précédente étude montre que les Françaises préfèrent se passer d'alcool, de sport, de café et même de sexe plutôt que de leur téléphone portable. Les choix sont clairs, et oui. Merci beaucoup, Julia. Désolé, je suis obligé de raccrocher. J'ai un double appel qui nous vient du Sénégal, où le téléphone portable a bouleversé la vie des habitants. Bonjour, Marc. Plus précisément, quel a été son impact sur le quotidien des Sénégalais ? Oui, bonjour Laurent. Alors plus que nulle part ailleurs dans le monde, l'arrivée du téléphone portable a eu ici un impact formidable. En une vingtaine d'années, il a envahi le continent et il sert à tout, à communiquer évidemment, mais également à payer là où le système bancaire est largement absent. Et puis pour de très nombreux Africains, c'est souvent le seul moyen de se connecter à Internet. Donc le téléphone mobile, vecteur, accélérateur du développement, mais également un moyen pour véhiculer des messages et notamment de citoyenneté. Exemple avec un jeune homme ici, un jeune Sénégalais, il s'appelle Malik N'Guède et il essaye avec son téléphone portable de changer les mauvaises habitudes de ses concitoyens. Regardez ce reportage signé Marianne Getty, Stéphanie Aglietti et Papsec. Au milieu de l'enfer des embouteillages de Dakar, la capitale du Sénégal, il arrive de croiser un homme, téléphone à la main. Je vous parie qu'il va monter sur le trottoir. Je ne bouge pas. Cet ancien animateur de radio diffuse en direct une vidéo sur Internet. Celle-là, par exemple. Chaque voiture en infraction. Voilà ce qui se passe actuellement au Sénégal. Il peut facilement cogner un enfant, un adulte qui est devant lui, qui ne l'a même pas vu. Et puis, comment ça va se terminer? Ils s'en foutent carrément, quoi. Ils font ce qu'ils veulent. En fait, les gens, ils sont habitués, au fait. Ils disent que non, c'est pas grave, ils font ça chaque jour, c'est pas grave. On est habitués, c'est de l'indiscipline totale. Il y a 3 ans, Malik N'Guède a décidé de partir en guerre contre l'incivilité en créant une page sur un réseau social pour publier ses vidéos et celles de ses admirateurs. Je peux dire qu'au début, j'étais tout seul. Et puis quand nous avons donné l'option aux gens de pouvoir nous contacter sur la page, là, ils ont commencé à nous envoyer des vidéos chaque jour que Dieu fait, chaque jour, pour nous dire que voilà notre colère, voilà ce qui se passe. Nous savons que vous pouvez diffuser le message. Car la page est suivie par 102 000 personnes, un chiffre considérable pour le Sénégal. De quoi donner un écho à ces vidéos. Sur cette vidéo, on peut voir un vieux avec son cheval qui ne pouvait pas avancer à cause du chargement très lourd. Donc ce qu'il a fait a choqué tout le Sénégal. Il a pris un bâton, il a commencé à tabasser le cheval. Nous avons mis sur la page. Et puis, Ligue pour la protection des animaux, ils ont porté plainte contre le vieux. La procédure judiciaire est toujours en cours. Pour Malik N'Guède, le but est que chaque vidéo compromettante entraîne une sanction pour celui qui ne respecte pas les règles. Hé, tu vois que je filme et tu viens quand même uriner. Lorsqu'il prend quelqu'un en flagrant délit, comme ici, il prend le temps d'en discuter avec la personne concernée. On travaille ici, mais on n'a nulle part où uriner, donc c'est normal que l'on fasse dans la rue. On n'a pas de solution. Les solutions, c'est justement la deuxième partie de ce que veut montrer Malik. Aujourd'hui, sur la plage de Yoff, au nord de Dakar, il a réuni une petite équipe. Ils sont 5 à nettoyer avec lui. Comme vous le voyez, on ramasse les déchets parce que la mer n'absorbe rien. Elle recrache tout ce que les gens ont jeté. L'action est toujours filmée et diffusée grâce au téléphone. On ne s'arrête pas aux dénonciations, on montre aux gens que voilà, en unissant nos forces, on peut atteindre nos buts. On aura quelques centaines de milliers de personnes qui vont voir la vidéo et peut-être qu'on pourra en mobiliser 2 ou 3 personnes qui vont nous contacter, ils vont nous dire que voilà, on veut rejoindre votre mouvement. Même si c'est 2 ou 3, c'est bon. Toucher le maximum de personnes, puis les mobiliser petit à petit pour changer les mentalités. Tout ça grâce à un simple téléphone portable. Merci beaucoup Marc pour ces bonnes ondes évidemment et à très bientôt. Allez, retour en France à présent, le temps de recharger la batterie avec Laura Tenoudji. Bonjour Laura, on va s'intéresser aux origines et à l'évolution du fameux téléphone
portable. Alors, première question, parce que j'ai perdu la mémoire, à quand remonte son invention ? Alors, en 1973, ça va faire 46 ans qu'a été passé le premier rappel téléphonique. Ça se passait aux États-Unis. Et c'était Martin Cooper, ingénieur, qui est à l'origine du téléphone qu'on voit. Voilà, il pose avec le téléphone, premier téléphone portable. Effectivement, ça pesait lourd, 784 grammes, et l'autonomie, 20 minutes. Vous imaginez si aujourd'hui on n'avait que 20 minutes d'autonomie. Enfin, ça nous sauverait de quelques situations. Et pour que ça arrive en France, là, je vous disais 73. En 1986 arrive le réseau 1G en France et surtout dans les voitures. Voilà, pour ceux qui... c'était Radiocom 2000, ne quittez pas, on entendait ça au bout du fil. On n'avait pas d'application, mais on pouvait faire sa gym avec. Oui, voilà, hein. Ça servait d'ailleurs, certains les ont gardés. Ça sert d'altère. Ils ont bien raison. Bon, vous avez passé sur le dossier, je crois que vous avez pas mal de chiffres assez évocateurs. Oui, quelques chiffres, et c'est l'ARCEP qui régule et qui comptabilise tout ce qui concerne l'activité de notre mobile. Donc, quelques chiffres, 94% des Français sont équipés de téléphones portables. Les 6% concernent surtout les personnes âgées, 94% des 12 ans et plus. Et pour la première fois, en 2018, on observe une baisse d'achat des téléphones portables, moins 4,1%. Alors pourquoi, vous me direz, pourquoi ça baisse ? Déjà parce que l'environnement, on nous le dit, ben voilà, aujourd'hui faites attention, on arrête l'obsolescence programmée, on fait réparer son téléphone et on évite de changer de portable, même si les publicités sont sans cesse en train de nous matraquer pour nous donner envie, on essaie de garder son portable un peu plus longtemps et puis surtout, les portables coûtent de plus en plus cher. Maintenant, c'est le prix d'un ordinateur, un téléphone portable. Donc voilà. Vous avez parlé d'environnement, parce qu'il existe un portable plus écolo ? Il y a un portable qui est arrivé en France cette année qui s'appelle le Fairphone. Il y avait eu une première édition, ça vient des Pays-Bas. Là, c'est la deuxième édition, le Fairphone 2. Donc l'intérêt de ce téléphone portable, déjà, c'est qu'on peut le réparer, on peut changer la batterie, on peut tout changer à l'intérieur. Il n'est pas affilié au GAFAM, c'est-à-dire que vous n'avez pas systématiquement le bon moteur de recherche qu'on utilise tous. Et vous pouvez utiliser Quant, un moteur de recherche qu'on utilise à France Télévisions et qui est éthique. Donc voilà, le Fairphone 2, si on veut aujourd'hui avoir un portable éthique en France, c'est possible. Avec lequel on peut téléphoner en plus, donc c'est quand même dingue. C'est quoi et prendre des photos. Les promesses pour l'avenir, c'est quoi ? C'est la 5G ? Alors, c'est la 5G. On en a beaucoup parlé avec le déplacement du président chinois, puisque la Chine et les États-Unis se disputent le déploiement de la 5G. En France, on parie sur 2020 pour les premières villes équipées de 5G. Alors, qu'est-ce que ça va nous apporter, la 5G ? Ben, c'est plus rapide. Avec la 3G, c'était 14 minutes pour télécharger une vidéo d'1 giga. Avec la 5G, ça sera 42 secondes. En fait, Laurent, la 5G, ça sera un peu comme si on avait du Wi-Fi sur notre téléphone portable. Ça sera plus rapide, plus efficace. On pourra connecter les objets entre eux. C'est surtout l'intérêt. On dépensera moins d'énergie. Mais attention, les médecins nous alertent en disant c'est des ondes encore plus présentes. Donc voilà, il y a bien sûr des pour et des contre, mais en tout cas en termes d'efficacité, voilà, la 5G risque de bouleverser nos vies encore plus. On parle même d'un bouleversement comme quand l'électricité est apparue, c'est vous dire. D'accord, merci beaucoup Laura, je crois qu'on a bien capté le message. Allez, pour le tout dernier coup de fil, nous partons en Israël où le smartphone règne en maître. Bonjour Franck, l'État hébreu est un champion en matière de nouvelles technologies, mais sa grande spécialité c'est la création d'applications et certaines permettent même, dit-on, de sauver des vies. Oui, Israël, effectivement, bonjour Laurent, est le deuxième pays du monde où l'usage du smartphone est le plus répandu. Derrière la Corée du Sud, mais bien devant la France par exemple. Et ça n'est pas une surprise tant le pays a fait de la haute technologie l'un de ses secteurs économiques préférentiels. Des milliers de start-up conçoivent ici les applications que vous retrouverez demain sur votre téléphone portable, notamment en matière de sécurité. Alors il y a bien sûr les applications anti-roquettes dont on a malheureusement encore beaucoup parlé cette semaine, mais il y a aussi les applications qui vont vous permettre de prodiguer les premiers soins lorsque vous êtes témoin d'un accident de la route par exemple, comme vous allez le voir dans ce sujet préparé pour vous par Maxime Pérez et Offset Nalbandian. Dans un pays en état d'alerte quasi permanent, voilà à quoi ressemble la centrale d'appel nationale du Magen David Adom, la principale organisation de secouristes en Israël. Des dizaines d'opérateurs s'y relayent jour et nuit, 7 jours sur 7, et répondent dans toutes les langues, même en français.
D'accord. Quel âge? 80. C'est un monsieur ou c'est une dame? Le plus souvent, des gens appellent après un malaise ou parce qu'ils sont témoins d'un accident, voire d'un attentat. Mais la nouveauté, c'est de pouvoir le faire via une application mobile. Dans cette simulation, cet homme dit ressentir des contractions à la poitrine. Il active la vidéo de son téléphone et peut directement communiquer avec une opératrice. Ça y est, je vous vois. Rapprochez s'il vous plaît le téléphone de votre visage. Avec le doigt, montrez-moi où vous ressentez une douleur. Voilà, c'est ici. J'ai mal. En quelques clics, la jeune femme alerte les équipes de secours. Elle a aussi immédiatement accès au dossier médical de son interlocuteur, que celui-ci a transmis en téléchargeant l'application. J'ai non seulement son emplacement exact, mais également tous les renseignements sur ses antécédents médicaux. Une ambulance est déjà en route. Grâce au signal GPS émis par le téléphone de cet homme, les secouristes savent exactement où se rendre. Il ne leur faut que quelques minutes pour intervenir et évaluer son état. Monsieur, respirez fort, s'il vous plaît. Très vite, ils sont en mesure d'effectuer un électrocardiogramme. Et là aussi, leur smartphone va permettre de gagner un temps précieux. On a nos résultats de l'électrocardiogramme sur notre moniteur. Je vais regarder sur l'application et je vais parler avec le cardiologue qui sera en ligne. Et ça nous permettra ainsi d'avoir les résultats à l'hôpital pour avoir un secours plus rapide. Un infarctus a été diagnostiqué. Le malade est immédiatement transféré vers l'hôpital le plus proche, où des médecins attendent déjà son arrivée. Des appels urgents, la centrale du Magen David Adom en traite près de 6000 par jour. Ici, c'est un père de famille désemparé qui est en ligne. Son fils a fait une chute de plusieurs mètres. Vous allez suivre mes instructions. Laissez-moi juste télécharger la photo que vous m'avez envoyée. Vous pouvez lui retirer délicatement sa chemise. Est-ce que son bras est tordu? Avec l'application, j'ai une idée plus précise de la situation. Et je peux donner quelques conseils avant l'arrivée de l'ambulance. Mais il a fallu d'abord rassurer ce monsieur. Pour le directeur des secouristes israéliens, les smartphones ont littéralement changé la donne. Dans cette salle, on se bat pour la vie minute après minute. Et grâce à ce genre de technologie mobile, les règles du jeu ont changé. Nous avons réduit notre temps d'intervention. Et les secours ne sont pas les seuls à utiliser les smartphones. L'armée israélienne s'y mise elle aussi il y a quelques années, avec une application qui prévient les citoyens en cas de tir de roquettes ou d'autres dangers imminents. Nos alertes ne concernent pas que les tirs de missiles, bien qu'il s'agisse de la menace la plus importante. Elles s'appliquent aussi aux tremblements de terre, aux tsunamis et même aux grands incendies. L'alerte est instantanée, un temps précieux pour permettre à la population de se mettre à l'abri. Impressionnant. Franck, vous m'avez dit au téléphone, bien sûr, qu'il existait aussi une application anti-chauffard. C'est quoi le principe ? Eh bien, le concept, Laurent, est assez simple. Vous allez positionner votre téléphone portable face à la route, juste derrière votre pare-brise, et il va en quelque sorte se transformer en caméra embarquée qui vous signalera les endroits dangereux et les comportements à risque des autres automobilistes autour de vous. Par exemple, si vous arrivez à un carrefour particulièrement accidentogène, cela vous sera signalé et vous incitera à redoubler de vigilance. Mais cette caméra embarquée, elle va aussi enregistrer en direct tous les incidents que vous allez croiser sur votre chemin. Les coups de frein intempestifs, les queues de poisson, les feux ou les stops grillés. Et ces incidents, ces comportements à risque, ils vont être associés aux plaques d'immatriculation des conducteurs autour de vous afin, via le téléphone portable, d'attribuer une note à chacun d'entre eux. Alors vous savez, eh bien, cela fait saliver toutes les compagnies d'assurance auto dans le monde. D'abord parce que les vidéos enregistrées vont permettre d'élucider un certain nombre de cas de figure problématiques comme les accrochages ou encore les accidents. Mais ce système de notation va également permettre
aux polices d'assurance d'ajuster leur prix en fonction de la qualité de la conduite de chacun des automobilistes. Alors officiellement, il s'agit bien évidemment de continuer à sécuriser la route, de sauver des vies, mais on l'a bien compris, il y a un énorme business derrière tout ça, puisque le marché mondial des assurances auto est aujourd'hui évalué à plusieurs centaines de milliards d'euros par an. Oui, bien sûr, aucune atteinte à la vie privée non plus. Merci beaucoup, Franck, pour toutes ces informations. Et à très bientôt. Madame, monsieur, fin de l'émission, vous pouvez raccrocher. Merci donc à nos 4 correspondants pour ce voyage, non pas au bout de la nuit, mais au bout du fil. La semaine prochaine, autre thème, nous parlerons héritage. Comment nos voisins gèrent-ils leur succession? Quels sont les biens transmis et qui sont les principaux légataires? Réponse samedi prochain. Télématin, c'est fini effectivement pour aujourd'hui, mais on se retrouve dès lundi à 6h30. D'ici là, passez un excellent week-end près de vos proches et loin du smartphone, compris ?